C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Je suis super ravie d'être là aujourd'hui et je suis contente de voir des motivés dans cette salle, motivés par ce sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font du Java dans cette salle? Ouais. Spring Boot? Ouais. Vous allez, j'espère apprendre un truc intéressant. Je m'appelle Daria Hervieux, je suis architecte logiciel, ma spécialité c'est Java. Je travaille à S2I à Rennes. Et aujourd'hui, je veux parler de mon exploration de plusieurs méthodes d'optimisation de temps de démarrage et un prompt mémoire d'une application Spring Boot Java. Donc, ma présentation va comprendre plusieurs parties. D'abord, introduction. Alors, pourquoi tout d'un coup j'ai envie de vous parler et de présenter une chose pareille aujourd'hui? Contextualisation. Je vais vous présenter un peu comment marche Java et Spring pour mieux comprendre sur quoi agissent les optimisations. Je vais vous présenter les méthodes. On va voir un peu de détails techniques pour chaque méthode, un peu de mesures pour pouvoir les comparer. Avantages, les inconvénients. Et enfin, une conclusion. Donc, c'est mes conclusions, c'est mon expérience. Donc, je vous propose, je vous partage le résultat de mes réflexions. Commençons. Alors, Spring Boot. C'est un framework le plus populaire sur le marché. 3/4 d'applications back-end Java sont faites en utilisant Spring Boot. Donc, super. Et Java, c'est un langage formidable, très riche en fonctionnalités, très riche, avec un écosystème très riche, qui existe presque 30 ans. C'est un langage qui s'est évolué et qui fait partie du top 3 des langages aujourd'hui. Donc, tout va bien. Donc, on est bien, non? Alors, pourquoi je vous parle d'optimisation aujourd'hui? On a parlé entre collègues, et un des collègues me dit, bon, tu sais, le démarrage de notre application, c'est un vrai problème, un gros projet, Spring Boot, très complexe, avec beaucoup de métiers. Et on souhaite migrer vers le cloud. Si on le containerise, bon, bah, ça prend de la place. Je me suis dit, chouette, ça peut être un sujet intéressant. Et en même temps, effectivement, Java n'est pas connu pour être un langage le plus performant. Il y a des benchmarks, il y en a même plusieurs qui sont disponibles sur le net. Donc, vous voyez un, on voit bien Java tout en bas de la liste. Juste pour une simple application Hello World. Qu'est-ce que peut être plus simple? Et ça prend du temps. J'ai aussi quelques collègues qui font du Rust. On le voit bien, leur champion. Qui me disent, bon, Java, c'est vieux, non? C'est un dinosaure complètement inadapté au cloud. Et pour pouvoir faire du cloud, il faut savoir faire les applications cloud native. Un petit rappel, je suis sûre que vous connaissez déjà ce que c'est. Les applications cloud native, ce sont tout simplement des applications qui tirent la meilleure partie des avantages proposés par le cloud pour concevoir les systèmes flexibles, agiles et évolutifs. Donc, les propriétés importantes d'une application cloud native, c'est souvent les applications construites avec l'architecture microservices, donc les services indépendants, interconnectés, indépendants de point de vue métier. Ce sont des applications autonomes, bon, ça sous-entend souvent qu'ils sont containerisées, packagées avec l'ensemble de leurs dépendances pour être déployées simplement. Ce sont des applications qui sont capables d'être mises à l'échelle, verticalement en ajoutant des ressources, horizontalement en ajoutant des instances, pour rendre notre système élastique, donc un système qui s'adapte à la charge. Et ce sont des applications tolérantes aux pannes, avec un taux de disponibilité maîtrisé. Donc s'il y a une défaillance, on devrait pouvoir remplacer notre instance simplement. Et le temps de démarrage long et fort empreinte mémoire impacte ces propriétés importantes de l'application cloud native. Donc, tout simplement, ça se met à l'échelle pas très bien. L'application qui démarre lentement, c'est une instance qui n'est pas disponible, qui n'est pas opérationnelle. Ça ne sert pas de trafic. Donc, mettre en échelle de manière automatique les systèmes comme ça, très, très compliqué, configurer ça. Donc, on est obligé de prévoir des palliatifs, par exemple, ajouter des instances
pour quand même assurer la disponibilité globale du système. Donc ça impacte nos coûts directement. Et ce sont, pour la forte empreinte mémoire, moi je le vois ça comme ça. Donc on a un budget, on a un nombre de ressources. Et pour le même budget, pour le même nombre de ressources, on a moins de capacité de servir la charge. Donc si on veut augmenter la disponibilité de notre système, il faut racheter plus de ressources ou chercher à diminuer l'empreinte mémoire pour avoir plus d'instances, tout simplement, qui utilisent exactement le même nombre de ressources pour servir la charge. Donc, on voit bien, vous voyez bien, que le temps de démarrage et empreinte mémoire, ce sont des propriétés assez importantes dans le contexte du cloud. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer, juste pour bien comprendre les méthodes, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a sous le capot de Java. Donc, le temps de démarrage. Une application, donc une classe compilée avant d'être prête à l'exécution. Il y a pas mal d'étapes qui se passent au démarrage. Donc, d'abord, il faut physiquement charger la classe, trouver sur le système fichier. Après, on le vérifie, donc la JVM le vérifie. Est-ce que c'est le bon bytecode, est-ce que c'est un bon format, la bonne version, est-ce que la sécurité est OK. La préparation, juste pour initialiser des zones de mémoire, allouer la mémoire pour les variables statiques. La résolution pour faire la liaison entre toutes les références dans la classe et la classe instanciée dans la mémoire. Et initialisation de la classe, on initialise les variables statiques de la classe et on exécute le code, donc la JVM exécute le code d'initialisation statique de la classe. Et hop, voilà, c'est prêt. Donc tout ça, au démarrage, ça prend du temps. Et Java, c'est un langage dynamique. Donc, par cette étape, à chaque fois on charge une classe en runtime, parce qu'on peut le faire en Java, ça passe par exactement les mêmes étapes. Maintenant, Spring ne facilite pas des choses, et aussi, il ajoute des choses au démarrage. Donc, on démarre notre application Java, chargement de classe, etc. Et Spring, après, il a besoin de construire son contexte. Donc, ce qu'il fait, d'abord, rassemble tous les éléments, toutes les configurations, XML, propriétés dans le code, le cycle de vie de bin avec toutes les annotations. Il crée une espèce de métamodèle de les relations des bins, donc description des bins, bin factory. Et quand il a toutes ces données dans son métamodèle, il peut installer des bins. Et voilà, notre contexte est prêt. Je vous propose une petite métaphore juste pour mieux comprendre comment ça se passe. Imaginez, vous partez en voyage. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on part en voyage? On prépare notre valise. Donc, on sait où on part. Donc, imaginons dans 2 semaines, on part. Il dit, ah là, il faut que je fasse ma valise. Alors, où est-ce que je pars? Est-ce que je pars au ski? Est-ce que je pars avec des amis, avec des collègues? Est-ce que c'est un voyage d'affaires? En fonction de tous ces paramètres, je construis mon modèle mental, donc ma liste des choses à mettre dans ma valise. Et après, avec ma liste dans ma tête, j'ouvre mon placard, je mets des choses, hop, je suis prêt à partir en voyage. On va revenir sur cette métaphore juste pour comparer les méthodes. Et sous le capot de la JVM, au moment d'exécution. Un petit rappel, alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc, langage Java, c'est un langage compilé donc, en bytecode, qui est l'ensemble d'instructions. C'est une étape intermédiaire parce que le bytecode est interprété par la JVM. Donc, on prend notre bytecode, la classe compilée, on le lance et la JVM prend instruction par instruction, il l'interprète. Chaque instruction. Donc, il prend une instruction, il exécute l'instruction correspondante au système d'opération. Ce processus prend du temps. Et il faut savoir que Java, la JVM, comprend beaucoup d'optimisation qui se base sur les données de profilage. À chaque fois qu'on l'instruction est exécutée, la JVM récolte les statistiques. Telle méthode était appelée tant de fois. Et donc, la JVM est capable, en runtime, identifier les points chauds. On appelle ça les points chauds. Hotspot, d'où le nom de la JVM. Et donc, ces points chauds sont compilés en runtime par Just-in-Time Compiler. Ils sont non seulement compilés, mais optimisés aussi en fonction de conditions d'exécution. Ces optimisations donnent le résultat
très intéressante, très impressionnante même, au niveau de l'optimisation de performance de l'application. Et on parle de l'application en Java d'application préchauffée. Ça veut dire qu'il a atteint son niveau de performance optimal, avec tous ces bouts de code qui sont déjà compilés. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. Je vous présente des méthodes. Donc, j'ai exploré 5 méthodes. Ce n'est pas une liste bien sûr exhaustive, il y a peut-être d'autres, et je serais d'ailleurs ravie de discuter avec vous si vous avez le retour d'expérience sur d'autres expérimentations de votre côté, ou le retour d'expérience sur ces méthodes-là. Donc, j'explore 5, c'est ce qu'on attend, c'est un peu à la mode, certains de ces méthodes. Et on va les parcourir un par un. Et donc, pour pouvoir les comparer, il faut que je mesure. Donc ça, c'est un petit disclaimer. Je n'ai pas fait les benchmarks poussés. Tout simplement, je vais juste lancer plusieurs fois sur ma machine pour voir ce que ça donne. J'ai pris les moyennes, je vous présente les résultats à ma mesure. Voilà, ce n'est pas des benchmarks, des millions de lancements sur le cloud. C'est sur ma machine. Donc, qu'est-ce que je mesure? 2 paramètres qui m'intéressent, c'est temps de démarrage. Et donc, c'est tout simplement le temps que je prends pour répondre à l'appel. Donc, le premier appel est répondu, le temps que ça prend. L'empreinte mémoire. Donc, la Java, il a plusieurs zones de mémoire, pas seulement le heap, donc le tas. Pour pouvoir, il faut que je mesure l'ensemble des zones de mémoire qui sont nécessaires pour l'exécution d'une application Java. Après, je surveille d'autres métriques comme taille du livrable. Dans l'environnement cloud, bien sûr, on déploie les applications conteneurisées. Dans mon exploration, j'observe seulement la taille de livrable qu'on met à l'intérieur de conteneur. Ça ne m'intéresse pas, donc la taille de conteneur, ça ne m'intéresse pas dans mon cas. Parce qu'il y a effectivement les méthodes aussi d'optimisation de dépendance. Donc je me concentre seulement sur le livrable qu'on met à l'intérieur. Et je surveille aussi le temps de construction. Comment je mesure un peu de détail? Donc, le temps de démarrage, c'est la différence entre le temps de réponse de mon application et le temps que j'ai démarré mon application, ou j'ai démarré mon application. Et l'empreinte mémoire, j'utilise RSS, Residence Set Size, une métrique que je peux atteindre sur les OS Linux. Donc, c'est la mémoire, la mémoire que prend le processus dans la mémoire vif. Et mon pas de départ, c'est mon application tout bête. J'ai construit une petite appli qui utilise les composants qu'on utilise souvent dans l'application backend Java, Spring Boot. Par simplicité, j'ai utilisé H2. Et voici les métriques. Donc, c'est sur ma machine, Linux 4 cœurs, 8 Go de RAM. Première méthode. Tout simplement réduire le nombre de composants. Donc, la démarche est très simple. Je me concentre de point de vue métier. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire en prod? Parce qu'on connaît Spring Boot. C'est comme nous, quand on fait notre valise, je mets un pull. Peut-être 2, c'est mieux. Spring, c'est pareil. Avec ses autofigurations, il nous met tout. Des pulls, des tire-bouchons, des cubas, juste au cas où. Donc, il faut savoir un peu limiter le périmètre de nos besoins. Et la démarche, c'est aussi, on observe qu'est-ce qu'on embarque avec nous, quelles sont les bibliothèques qu'on embarque. Les moyens d'analyse, on active le debug, on regarde les autoconfigurations appliquées, donc en activant le debug, on analyse les dépendances en commençant par les starters, c'est eux les plus grands qui tirent le plus de dépendances. On analyse notre arbre de dépendance, donc avec par exemple IntelliJ, on peut regarder notre outil. On peut regarder toutes les dépendances transitives qu'on tire en déclarant nos dépendances en non. Et on peut carrément regarder dans l'intérieur de notre jar livrable, un peu de jar, quelles librairies sont dedans. Et les résultats pour mon application toute simple, sur tous les métriques, j'ai obtenu une petite amélioration. Donc, ce que j'ai enlevé, dans mon cas, je me suis dit, tiens, je n'ai pas besoin d'actuateur, je n'ai pas besoin de Swagger. Imaginons, c'est mon petit appli tout simple.
Et je l'observe par exemple avec d'autres méthodes, je n'utilise pas Actuator. Et ça me permet d'obtenir des résultats d'amélioration sur chaque métrique. Donc ça veut dire dans votre application qui est beaucoup plus conséquente, j'imagine en taille, ça peut être un bon exercice pour améliorer l'ensemble des métriques. Les avantages, très facile à mettre en place. Peu importe le framework, la version Java, ça marche pour tout. Même pas pour Java, pour toi en fait. On a une amélioration dans mon cas très sympathique de 30% de temps de démarrage, quand même. Une petite amélioration d'empreinte mémoire. L'inconvénient, l'analyse peut être très rébarbatif. Donc il faut s'accrocher en faisant des essais, des échoues, voir ce dont on a vraiment besoin. Le danger, c'est que si notre code n'est pas assez couvert par les tests, on risque d'avoir les erreurs en runtime. Donc, l'importance des tests, ici, on la voit bien. Maintenant, deuxième méthode. Donc, à partir de Spring 6, il y a une optimisation qui était introduite, c'est Ahead of Time. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, cette optimisation, tout ce qu'on a fait au démarrage, elle fait au moment de build. Donc, cette phase qui, je précise encore une fois, est exécutée au moment de construction de l'application. Il démarre l'application, il fait tout pareil. Construit la méthode modèle, sauf une seule petite différence. À la fin, il génère plusieurs artefacts. Donc, l'artefact qui nous intéresse, d'abord, je teste en mode JVM. Donc, je teste cette optimisation en démarrant en mode JVM. L'artefact qui est utilisé dans ce cas, c'est le premier, c'est le code généré. Donc, les bins ne sont pas construits à la volée, le code de création de ces bins est généré. Donc, au démarrage, l'application n'a plus besoin de réanalyser tout ça. C'est comme si nous, on faisait notre liste en avance. Donc, on ne se prenait pas au dernier moment en faisant alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Je fais ma liste pour chaque occasion, des choses à prendre dans ma valise, et je déroule. Quand je fais ma liste, je prends ma liste et je déroule. Très bien, très pratique. C'est très facile à mettre à place. Donc, j'utilise Gradle, juste une dépendance à mettre, ça roule. Il y a deux autres artefacts qui sont générés, un petit teaser. On va en parler plus tard. C'est une méthode suivante qui n'est pas utilisée en mode JVM. Les contraintes, on a dit, tout est défini au moment de construction. Donc, la classe est fixe, la classe passée est fixe, on ne peut pas le changer en runtime. Toutes les bins et les configurations qui en dépendent, qui sont conditionnelles, sont fixes au moment de build. On ne peut plus changer ça en runtime. Et une limite de cette méthode, je ne sais pas si vous l'utilisez, les bins qui sont définis via lambda, ça ne marche pas avec AUT, c'est une limite technique aujourd'hui. Les bonnes pratiques, quand on utilise AUT, c'est préciser notre bin exactement. Donc, le type de bin, préciser-le exactement dans notre code. Ne pas utiliser les interfaces, les génériques, si on les utilise, préciser le type de bin. Si on utilise les bins créés programmatiquement, utiliser resolvable type pour vraiment préciser le type de bin. Et éviter d'utiliser factory bin pour éviter la complexité. Et voici les résultats. Bon, je ne veux pas dire tada, parce que les résultats, on voit qu'il y a une toute petite amélioration en temps de démarrage. Bon, autant que dire que cette méthode tout seule n'est pas intéressante du tout. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que tous ces artefacts qui sont générés, on peut les prendre pour mieux comprendre notre application, pour les ouvrir et comprendre alors quel bin on crée, est-ce qu'on utilise réflexion, comment. Parce que tout ça, c'est des choses qu'on voit dans les artefacts. Quand même une petite amélioration de 8%, bon, rien du tout. Et comme je disais, cette méthode, elle n'est pas destinée d'être utilisée toute seule. Donc, il va être utilisé dans la méthode par la suite. C'est une étape indispensable pour aller plus loin. Donc, Spring AUT et création d'images natives avec GraalVM. Donc, c'est un outil GraalVM qui s'appelle Native Image qu'on va utiliser. Ici, les contraintes sont très fortes. L'image native, il se base sur le principe de mode fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, on part sur le principe que tout le bytecode, tous les comportements peuvent être observés au moment de construction. Autrement dit, tout ce qu'on ne voit pas en construction,
n'existe pas en runtime. Et sur cette méthode-là, qui est basée l'analyse d'accessibilité que GraalVM effectue pour construire l'image. Il parcourt tout le code de manière statique, il ne démarre pas l'application. Il voit toutes les invocations des classes, il les enregistre. Si, dans son arborescence, il ne voit pas certaines classes, c'est poubelle. En runtime, si vous utilisez les fonctionnalités dynamiques du Java, eh ben, il n'y en a plus. Donc, il y a pas mal de comportements dynamiques. Donc, Java, c'est un langage dynamique. C'est une contrainte qui tue pas mal de cas d'usage, en fait. Donc, il y a des applications qui juste n'ont pas de sens sans comportement dynamique. Mais c'est une contrainte hyper forte. Et on se dit, comportement dynamique, comment on fait? Parce que des fois, on a vraiment besoin. D'ailleurs, Spring Boot utilise des proxys, etc. Donc, comment on fait? Donc, il y a un mécanisme qui permet, via les fichiers de configuration, passer l'information, quel type d'information dynamique, quel type de comportement dynamique on souhaite utiliser en runtime. Ça s'appelle les hints. Donc, ce sont des fichiers de configuration pour certains cas d'usage des comportements dynamiques. Ce sont simplement des fichiers JSON. GraalVM dispose d'un repository où les projets open source peuvent publier leurs hints. Donc, pas de panique, si vous utilisez les dépendances open source dans vos projets, il y a une forte chance que ces dépendances sont bien dans ce repository-là. Donc, vous pouvez utiliser GraalVM, par exemple, dans votre cas. Et ça, c'est le processus de construction d'images natives. Tout commence comme d'habitude. Donc, on construit notre jar exécutable avec quelques phases en plus. Donc, Spring UIT qui est indispensable. Les récupérations des hints, donc en rouge, de repository GraalVM. Et on construit, donc c'est l'image native, l'outil qui construit l'image native. Ça veut dire que l'image, c'est tout simplement votre application Java qui est transformée, compilée en mode natif et qui a un format bien spécifique pour l'application Java, qui passe par plusieurs phases. L'analyse d'accessibilité, on l'a vu tout à l'heure. Ça, je jette tout ce dont on n'a pas besoin, en prenant en compte des hints qu'on les passe. Ça veut dire si vous, dans votre application, vous avez des comportements dynamiques, il faut que vous génériez une façon ou une autre vos hints pour passer à GraalVM. Et après, le compile, il crée l'image. Donc, à la fin, c'est une application native, compilée pour votre OS cible. Une petite parenthèse, on a parlé de compilateur just-in-time, qui aussi compile le code natif. Attention, ce n'est pas la même chose. Et c'est même encore plus intéressant parce que le GraalVM, il ne démarre pas l'application. Il ne connaît pas comment exactement votre code a été utilisé. Il juste compile en code natif, sans beaucoup d'optimisation. Le just-in-time, il optimise agressivement votre application parce qu'il sait comment votre code est utilisé. Donc, il peut jeter les bouts de code qui ne sont pas nécessaires. Donc, les performances pour une application préchauffée sont supérieures aux performances de l'application native complètement, qui est compilée par GraalVM. Et voici les résultats spectaculaires. Ce qu'on peut attendre de l'application native. Donc, démarrage formidable. En barre de mémoire, pas mal aussi. En contrepartie, le temps de construction assez conséquent et très gourmand en ressources. Donc, les avantages accueillants, donc on voit bien la liste qui est assez longue, côté les inconvénients. Et les améliorations qui sont très intéressantes. Donc, attention, on perd les comportements dynamiques. Il faut gérer les hints comme il faut, sinon l'erreur est en prod. L'exécution en mode JVM, on fait des tests en mode JVM. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même exécution, ce n'est pas le même comportement des fois que exécution d'images natives. Donc, il faut prévoir les tests aussi en mode natif. La construction longue est gourmande en ressources. Et attention, encore une toute petite parenthèse, si vous utilisez le Graal natif Community Edition, il y a des limites qui sont assez imposantes aussi. On peut, donc, dans ce mode-là, l'image qu'on génère natif, qui comprend la GVM aussi, mais natif, comprend seulement le garbage collector en mode séquentiel. Donc, c'est le pire de tous.
Donc, si vous avez un métier très complexe et vous avez des cycles de garbage collector fréquents, eh ben, ça va tuer la façon dont votre application va répondre. Il va y avoir des latences assez conséquentes. Attention à ça. Une autre méthode, donc je me suis dit, ma valise. Attention, ma valise. Là, dans ce cas-là, ici, donc, on a la liste et à la fin, on a carrément une valise toute prête pour chaque occasion, avec les emplacements dedans, en mousse, voilà, tout est prêt. Et on peut déjà glisser quelques instructions, de dire, moi, quand même, un petit emplacement juste au cas où, parce que j'ai envie d'acheter un pull en plus. Mais voilà, c'est préfabriqué carrément. Migrer vers un framework cloud natif. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir des chakras et essayer d'autres choses. Il y a pas mal de frameworks cloud natifs, donc Micronaut, Quarkus, Eledon. Et je me suis dit, tiens, il faut que je teste. Un petit disclaimer, moi je connais pas grand-chose en Quarkus, sauf à part que c'est quand même cool, on va voir pourquoi. Et c'est un framework qui propose les moyens de migration assez simples. Donc moi j'utilisais les composants standards et je me suis dit, tiens, je prends. Il y a des extensions Quarkus, un pour un carrément, de chaque fonctionnalité. Je peux garder mon code d'application presque tel quel, avec vraiment zéro adaptation var minimum. Donc, ça a pris 3 heures. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances Quarkus. J'ai pris mon application, ça m'a pris 3 heures pour faire la migration, avec toutes ces extensions. Et j'ai changé peut-être 2 lignes de code. Et les résultats sympathiques. Donc, on a quand même le temps de démarrage et l'empreinte de mémoire qui sont améliorés, avec diminution de taille de livrables même, et légère augmentation de temps de construction. Mais on voit que généralement, les améliorations sont assez intéressantes. Donc effectivement, les plateformes cloud natifs sont construites à l'idée d'être tout de suite adaptées aux environnements cloud. Pour faire la migration, avec Quarkus, c'était plutôt sympa, parce que voilà, c'était déjà tout prêt avec les extensions. Par contre, d'autres frameworks ne proposent pas de moyens de migration aussi simples. Donc, il faut maîtriser vraiment des 2 frameworks pour pouvoir migrer. Et ça peut avoir l'impact sur votre architecture. Mais moi, je me suis dit, tiens, je teste. Et dans mon cas, tout s'est bien passé. Maintenant, Crack. Est-ce que vous avez entendu parler de Crack? Ouais, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, Crack, c'est Coordinated Restore at Checkpoint. Alors, à la base de cette méthode, ce projet, il y a un projet Linux qui est Checkpoint Restore and User Space. L'idée est très simple, trop bête. On prend le processus qui tourne et on prend un snapshot de son état. On prend tout, de mémoire vive, tout. Et on le immortalise, freeze, dans l'image qu'on appelle checkpoint, qui est représentée, donc c'est une image qui est représentée par juste simplement les fichiers. Les fichiers, des fois en format texte, des fois en format binaire. Et Crack utilise cette technologie pour implémenter son fonctionnalité. Donc, Crack, c'est juste rendre l'application Java consciente qu'elle est en train d'être sauvegardée. Donc, il y a une API qui est ajoutée. Donc, c'est un jar à ajouter. Et notre application s'exécute, on la chauffe, donc on la sollicite, tout ça. Donc, il attend ses performances optimales. Et là, on se dit, tiens, c'est le moment pour faire le checkpoint. On fait une invocation. Donc, quand on lance notre Java, on le lance avec un paramètre spécifique pour dire, voilà le répertoire où tu vas mettre le snapshot. On appelle l'API spécifique et l'application se dit, ah, on est en train de me sauvegarder, super. Et il fait tout son image. Et avec une petite pause, donc l'application s'arrête, avec une petite pause, on peut juste prendre cette image, donc avec un deuxième paramètre, lancer notre application, pas à partir de jar, mais à partir de image.
de l'image. Et il fait comme si, en fait, il continuait à s'exécuter. Il départ du même point où il s'est arrêté. Et il garde toutes les performances, donc c'est tout ce qu'on a préchauffé auparavant. Et il démarre super bien. On verra ça tout à l'heure. Par contre, il y a des contraintes et des points d'attention concernant cette méthode. Donc, Crack, pour Java, il impose qu'il n'y a pas de ressources ouvertes. Donc, on ferme toutes nos connexions. Il faut pas qu'il y ait quelque chose ouvert au moment quand on fait le checkpoint. C'est pas facile de le restaurer après. Donc, ça impose de gérer le cycle de vie de toutes nos ressources, toutes les choses auxquelles on se connecte, la base de données, les fichiers ouverts, etc. Donc, soit Spring, il est assez compatible, donc il est compatible avec ce mode de fonctionnement via Lifecycle. Donc, c'est l'interface implémentée de Spring. Pour dire bin, on peut t'arrêter, on peut te démarrer. Et si on n'est pas intégré en Spring, on peut juste implémenter directement l'API de Crack, donc, qui est before checkpoint, after checkpoint. Donc, on fait des choses avant d'être sauvegardé et après. Et un point de attention à la sécurité. Les images sont disponibles, voilà, c'est un format ouvert et c'est pas crypté. Donc, s'il y a des secrets à l'intérieur, ils sont visibles parce que tout ce qui va à JVM au moment de prise de checkpoint, tout se retrouve dans les fichiers. Donc, si votre livrable, les fichiers crack, voyage librement, ouvertement, les secrets, on peut les trouver à l'intérieur s'ils ne sont pas correctement gérés. Les résultats. On voit les résultats assez impressionnants au niveau de temps de démarrage, avec une contrepartie de taille de... Donc, notre livrable, c'est Java, c'est le jar. Et en plus, on livre le snapshot. Donc, la taille de livrable, double, triple. Voilà. Et tout ça, il faut mettre à l'intérieur de conteneur quand même. Et il faut prévoir aussi, donc il faut gérer aussi à quel moment on prend un checkpoint. Il faut ce temps-là de... Je lance quand même quelque part mon application, je prends mon checkpoint. Dans mon cas, c'était 1 minute, mais dans votre cas, en fonction de la taille de l'application, il peut chauffer lentement. Donc, pour les grosses applications, ça peut chauffer plusieurs heures. Il faut le solliciter en plus, cette application. Donc, l'amélioration de temps de démarrage, super, très intéressant comme technologie. Il y a même amélioration d'empreinte mémoire, donc parce qu'au moment de checkpoint, en fait, la JVM se débarrasse de tout ce dont il n'a pas besoin. C'est intégré dans Spring Boot 3.1, donc vous pouvez déjà utiliser ça pour tout ce qui est gestion de Spring Boot, bin de Spring Boot, c'est déjà géré, vous n'avez presque rien à faire. Et c'est très facile à mettre en place. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut quand même utiliser une JVM compatible avec cette fonctionnalité. Donc aujourd'hui, on a vu que c'était Azul qui fournit la JVM avec cette fonctionnalité implémentée. C'est disponible que sur Linux, donc sur Windows, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et j'arrive à la conclusion. Donc j'ai exploré plusieurs méthodes de manière assez superficielle. J'étais curieuse de voir ce que ça donne. Et voilà, je forgeais un peu un avis sur ce qu'on peut faire pour accélérer notre application et diminuer l'empreinte mémoire. Ça récapitule un peu toutes les métriques que j'ai récoltées. Et comme on peut voir, les méthodes les plus intéressantes, c'est image native et crack, avec, de point de vue de mesure, contrepartie, le temps de construction long pour GraalVM et la taille de livrable qui augmente pour crack. Les autres méthodes sont intéressantes aussi. Par exemple, réduire le nombre de composants, c'est intéressant parce que c'est combinable avec d'autres méthodes. Crack d'ailleurs aussi. Donc, on peut combiner. J'ai obtenu un résultat impliquant une méthode, mais on peut les combiner. Ce qui peut être intéressant dans votre cas. Donc, et des points de vue de mesure, on se dit, ouais, super, crack, GraalVM. Mais tout n'est pas aussi simple, parce que finalement, il faut prendre vraiment en compte l'ensemble, le contexte complet de développement de notre application. Il n'y a pas que des mesures qui comptent. Il y a aussi tout ce qu'on fait, donc tous les contraintes fonctionnelles et non fonctionnelles qu'il faut qu'on garde en tête. Donc,
on ne peut pas, par exemple, des fois s'imposer le temps de construction trop long ou se dire les comportements dynamiques, on s'en débarrasse. Donc il y a des contraintes fortes qui peuvent influencer notre décision. Et ce que moi je conseille, c'est si on est en mode service as a function, function as a service, ça y est, function as a service dans l'environnement cloud. Donc le mode natif GraalVM est adapté parce que Garbage Collector, on n'a pas besoin. Ça démarre vraiment pour une demande. Et ça donne des performances optimales assez intéressantes. Et pour les applications métiers, avec métiers complexes, on reste en mode plutôt GVM. Et donc on a une palette des méthodes qu'on peut choisir, on peut les combiner pour atteindre nos objectifs. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Daria ? Ah là, je vous ai tué. Ah, il y a une question. Merci pour la présentation. Et moi, j'ai une question. Donc, du coup, tu dis que tu l'as testé pour une petite application. Est-ce que tu as pu aussi tester ces cas pour quelque chose de plus complexe avec notamment du métier et des contraintes métiers plus importantes? Et est-ce que tu as pu voir des améliorations? Très bonne question. Je te remercie. En fait, mon idée, c'était d'abord explorer. Et ça, c'est quelque chose à l'appui que je dis, regardez, j'ai obtenu tel résultat, vas-y, les convictions, l'avis que je me suis forgé. Et avec ces résultats, je peux venir voir les projets et dire, en fait, dans votre cas, j'ai déjà une idée où il faut que je regarde pour dire, dans votre cas, telle méthode est intéressante. Et essayons-le. Donc, non, je n'ai pas encore testé, mais la première étape est faite, en tout cas pour moi.